Nous examinons maintenant le chapitre 9. Au chapitre 9, sur la première délibération, y a-t-il des prises de parole? Oui. Alors, je vais demander d'abord peut-être à Karine Théral-Michelet de procéder à la présentation avant que Madame Morin ne prenne la parole. Bien, donc la délibération 9.1 vous présente le bilan du programme local de l'habitat, le fameux PLH, qui avait été prorogé et qui comprend donc la période entre 2014 et 2019. Et nous vous présentons également, puisque cela est rendu obligatoire de par la loi, l'avancement de ce qui a remplacé le PLH, c'est-à-dire le POA, le programme d'orientation et d'action, pour sa première année d'exécution, c'est-à-dire l'année 2020. Alors la délibération est très fournie, effectivement. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le PLH, dans sa période 2014 à 2019, qui avait été organisé autour de plusieurs grandes orientations stratégiques, j'en retiendrai au moins une, c'est celle qui comprend les chiffres, puisque à l'époque, l'engagement portait sur une production de 6 500 logements en moyenne par an, en cohérence en son temps avec les perspectives et les prospectives du SCOT, pour moitié à Toulouse et pour moitié dans les autres communes. Dans le cadre des orientations, cette fois-ci du PLUH, le POA, qui a remplacé donc le PLH, et je suis désolée pour tous ces acronymes, mais maintenant vous commencez à être habitués, et qui porte donc ce POA sur la période 2020-25, lui s'est bien inscrit dans cette même dynamique et au contraire a encore augmenté cette dynamique en portant notre ambition à la construction de 7000 logements en moyenne par an, marquant aussi et par ailleurs la volonté métropolitaine d'une meilleure cohérence entre la planification urbaine et la politique de l'habitat. C'était à l'époque un document qui avait été retenu en tout cas comme volontariste sur ces points, même si aujourd'hui, et je dois le dire, bien entendu, l'annulation du PLUH emportera également l'annulation du POA. Et donc c'est une fort mauvaise nouvelle de ce point de vue-là aussi. Nous avons fixé d'ailleurs dans le POA, et c'était très ambitieux, un pourcentage de 35% minimum pour la part de logements locatifs sociaux à produire, tant à l'échelle métropolitaine qu'à l'échelle communale pour les communes concernées, c'est-à-dire celles de plus de 3500 logements. Moi, je suis satisfaite de vous dire que les objectifs que nous nous étions fixés sont atteints. Ils ont même été dépassés dans cette période, donc de 2014 à 2019, et même très légèrement dépassés, en tout cas atteints, pour la première année du POA, malgré cette année si particulière. Pour ne pas trop alourdir le propos, je veux simplement vous signaler qu'avec 16 300 logements locatifs sociaux livrés en 6 ans par les opérateurs sociaux, pour un objectif qui était de 13 650, nous avons donc en effet dépassé ces objectifs. Cela nous a permis, au niveau métropolitain, de dépasser aussi cette fameuse barre fatidique des 20%, puisque si on prend le chiffre consolidé, nous sommes passés de 18,8% de logements locatifs sociaux en 2014 à 20,14% au 1er janvier 2019. Alors bien sûr, ce chiffre-là, pris de façon consolidée, marque bien entendu des disparités. Il y a des communes, y compris pour celles qui ont plus de 3500 habitants, qui en effet restent encore avec des taux de logements sociaux trop bas, bien entendu. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, dépassent déjà, en fait il n'y en a qu'une, les 25% de logements sociaux. Mais toujours est-il que si on regarde l'impact sur l'ensemble de notre métropole et de façon consolidée, avec quelques communes qui dépassent les 20%, dont d'ailleurs Toulouse ou Blagnac ou Balma, bien sûr Colomiers avec plus de 25%. En effet, on porte donc déjà ce taux de façon consolidée à 20%, mais chaque commune, et je le redis, chaque commune, bien sûr, doit prendre sa part, puisque le taux SRU, néanmoins, il est calculé au niveau communal. Nous avons encore progressé, puisque en 2020, au 1er janvier 2020,
ce taux était de 20,40%. Alors vous me direz, c'est une petite progression de 20,1 à 20,40%, mais c'est une progression et elle est à noter quand même dans le contexte. Également dans ce rapport, vous trouverez des éléments sur la mise en place de la conférence intercommunale du logement qui permet, grâce au plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, qui a été défini en 2019 et qui sera voté, de permettre une meilleure information, en tout cas plus transparente, pour les demandeurs de logements sociaux, pour que le parcours de leur demande soit amélioré, mais aussi que le système d'attribution des logements sociaux soit de meilleure qualité et plus en lien avec l'ensemble des communes et des bailleurs sociaux. Vous trouverez également des chiffres et des éléments concernant les résidences étudiants ou pour les jeunes actifs, qui a fortement progressé également, avec aussi en complément des réhabilitations lourdes qui ont été engagées pour les résidences à bas loyer du Crous. Également pour les résidences dédiées aux personnes âgées ou encore en situation de handicap, de la même façon pour l'offre de logement et d'hébergement à destination des personnes en grande difficulté. Nous devons là aussi encore progresser, bien entendu, et c'était toute l'ambition du POA et d'ailleurs toute l'ambition que nous portions dans le cadre des réflexions qui étaient d'ores et déjà lancées avec l'ensemble des nouveaux élus sur les modifications que nous devions apporter au POA, et notamment, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous le redire, de porter à 40% notre ambition de production de logements sociaux. On verra bien ce qu'il en sera maintenant que malheureusement ce document, pour l'instant en tout cas, pourrait subir cette annulation. Bien entendu, ce rapport ne serait pas complet si, évidemment, on ne consolidait pas également toute notre politique autour de la rénovation urbaine des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Bien sûr, même s'il s'agit de rénovation urbaine, même si on parle d'habitat, je sais toujours dire que derrière les bâtiments, derrière les immeubles, eh bien, il y a des familles, il y a des gens qui méritent notre attention. Et vraiment, ce sont des ambitions très fortes qui sont portées par ce cadre de la rénovation urbaine pour aider et restaurer les conditions d'un fonctionnement social et urbain beaucoup plus normal de ces quartiers, réduire aussi leur fonction très sociale, trop sociale d'ailleurs, et redonner finalement aussi à chaque quartier une nouvelle ambition, une nouvelle identité, une belle notoriété. Dans ce cadre-là, évidemment, il y a des démolitions qui sont engagées, il y a aussi des réhabilitations et il y a bien entendu évidemment des reconstructions. Et donc quand on consolide les chiffres, il s'agit d'ajouter également le nombre de ces reconstitutions, de ces reconstructions, qu'elles soient d'ailleurs en dehors de ces quartiers prioritaires politiques de la ville, aux chiffres que je vous ai cités tout à l'heure. Je veux terminer, il en manque encore, mais je sens que la cloche sonne, mais quand même, et parce que j'en discutais tout à l'heure avec mon collègue Sacha Briand, pour dire que Toulouse Métropole a mobilisé pour l'habitat 74 millions d'euros sur les 6 années du PLH. Oui, c'est une somme extrêmement importante, très ambitieuse, et je travaille toujours avec Sacha Briand pour maintenir ce cadre qui est d'ailleurs assez exceptionnel, puisque cela nous permet, en complément des crédits délégués par l'ANA, eh bien, d'engager des fonds importants pour soutenir les bailleurs sociaux, et nous les soutenons pour la construction de logements sociaux en PLAI particulièrement. Voilà, mes chers collègues, ce que, dans le cadre d'une présentation, bien sûr, trop rapide, je peux vous dire, et je me tiens bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. La parole est donc à Madame Morin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai longtemps cru que les politiques du logement avaient pour but de loger tout le monde dans des conditions dignes. En effet, votre délibération parle au début de « proposer des réponses pour tous en adaptant l'offre de logement et d'hébergement à la diversité des besoins de la population et aux capacités financières des ménages
pour favoriser le parcours résidentiel. Pourtant, selon le journal toulousain du 29 mars, entre guillemets, il existe un décalage toujours plus marqué entre les capacités budgétaires des habitants de l'aire urbaine et l'offre de la promotion immobilière, souligne l'Observatoire local du logement neuf, qui s'inquiète de la convergence d'une inflation structurelle du marché de l'immobilier et d'une baisse historique de la production de logements sociaux en pleine crise économique. Quant aux demandeurs, le journal parle d'un nombre de dossiers restés sans réponse en hausse constante depuis 2015. Devons-nous comprendre que vous trompez les Toulousains et les habitants de la métropole ? En effet, alors que 75% des demandeurs de logements locatifs sociaux ont des revenus qui correspondent au logement très social, dit PLAI, vous n'aviez fixé comme objectif 2014-2019 que 35% de logements sociaux, dont 30% de logements très sociaux. Et dans le cadre du volet habitat du PLUIH, vous persistez avec une production du même ordre, alors même que le nombre de demandeurs explose, atteignant près de 38 000 demandes à fin 2019, avec une augmentation de 30% entre 2016 et 2019, alors que le taux de rotation diminue et que le délai d'attente moyen augmente nettement. Ne doutons pas qu'avec la crise actuelle, ce chiffre est largement dépassé aujourd'hui. Vous vous vantez d'avoir dépassé les objectifs de production, alors que vous avez simplement privilégié le logement libre et l'investissement immobilier. Sur le logement très social, vous êtes en réalité en dessous de l'objectif fixé et en dessous même du minimum prévu à l'article 55 de la loi SRU. Le résultat aujourd'hui, c'est que les années cumulées d'insuffisance de production de logement social, et notamment très social, ont eu pour effet, boostés par la crise, de gonfler le nombre de demandeurs de logements sociaux. Et si chaque année, vous logez dans le secteur social les demandeurs les moins pauvres, les plus pauvres ne se voient le plus souvent rien proposer. C'est une bonne stratégie pour empêcher les plus pauvres d'accéder au logement social. De plus, ces logements sociaux, vous les construisez majoritairement hors de la ville de Toulouse, depuis que vous exonérez les promoteurs de l'obligation de faire du logement social sur les parcelles de moins de 2000 m², plus fréquentes en centre-ville. Et sous couvert de mixité sociale, vous chassez les plus pauvres de la ville et des quartiers et les éloignez le plus possible, pendant que d'autres finissent sur le trottoir, d'où vous les chassez aussi, et d'autres au cimetière. C'est pourquoi l'annulation du PLUIH, si c'est une mauvaise nouvelle pour les Toulousains, ce doit d'être malgré tout une opportunité, celle de reprendre le travail pour mettre en adéquation les objectifs et la réalité. Et cela passe par la révision du règlement d'urbanisme pour obliger à construire du logement social en centre-ville, y compris quand le foncier disponible est restreint. Cela passe aussi par des objectifs de logements sociaux, et notamment de logements très sociaux, pour chaque quartier de Toulouse, et non pas pour l'ensemble de la ville, comme vous le pratiquez. Cela passe aussi par un objectif de logement social de 50% à l'échelle métropolitaine, dont au moins 40% de logements très sociaux. Il n'y a pas de fatalité, il y a juste des choix politiques. Et il y a des choix pour les amis et les mécènes, pour leur permettre de gagner encore plus d'argent. Et puis il y a les choix responsables, c'est-à-dire construire pour les habitants de la métropole qui en ont le plus besoin. Cela passe aussi par la facilitation d'accès à un foncier abordable, la densification de la ville-centre, la rénovation de l'existant, en favorisant la notion de reconstruction de la ville sur la ville, et ceci en densifiant, y compris dans les quartiers où vivent vos amis, par exemple de la 3e circonscription. Je vous remercie. Bien, merci madame. Alors moi je ne vis pas dans la 3e circonscription et je ne vis pas non plus, je ne sais pas où, dans la métropole. Je vis à Colomiers, dans une ville qui compte d'ailleurs près de 30% de logements sociaux et je vis avec ses habitants. Madame, quand je vous écoute, parfois, j'ai l'impression que vous lisez quelque chose d'assez théorique, qui est certes intéressant, mais qui parfois ne correspond pas à non plus nos réalités. Alors, malgré tout, j'ai relevé quelques éléments et sur certains points, on peut s'accorder. Et je ne me vante pas. Non, je ne me vante pas. Je constate simplement, madame, je constate que chaque année, nous progressons et que ces progrès
ils doivent aussi être le fruit d'une ambition collective et partagée. Et que ce ne doit pas être toujours les mêmes qui produisent plus et qui produisent mieux. Parce qu'il y a produire plus, il y a produire du logement social et il y a aussi produire mieux, c'est-à-dire pour permettre en effet une diversification. Alors, vous savez, dans la bataille des chiffres, on pourrait, comme ça toute l'après-midi, argumenter autour des chiffres et nous ne tomberions certainement jamais d'accord. Ce sur quoi nous sommes tombés d'accord, les 37 maires de cette métropole au cours du mandat précédent, et ce sur quoi nous devrons retravailler, les 37 maires, avec l'ensemble des élus de ce conseil de métropole, c'est sur les ambitions que nous devrons nous fixer. En tout cas, ce sur quoi nous étions tombés d'accord et qui correspondait donc à notre ambition commune et partagée, ce qui a été voté et qui constitue donc notre engagement politique devant les citoyens, c'était de produire 7000 logements, en considérant à l'époque, et vous le savez, que globalement, nous accueillons dans cette métropole environ 10 000 personnes chaque année. Parmi ces 7000 logements à construire, bien sûr, il faut une diversification, une mixité finalement des productions de logements parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde doit pouvoir se loger et cela permet aussi des parcours dans le logement. Parfois aussi, il faut le souligner, du logement privé vers le logement social ou aussi du logement social vers le logement privé. Et donc, dans cette ambition commune que nous avions fixée, qui a été approuvée par tout le monde, eh bien, en effet, un taux de 35% de logements sociaux avait été acté. Et dans le document d'urbanisme, et c'était ça la nouveauté qui permettait de soutenir cette ambition, eh bien, des outils techniques d'urbanisme permettaient d'engager et de certifier que ces résultats seraient atteints. Ils ont non seulement été atteints, mais ils ont été dépassés même. Pour l'année 2020, en effet, on constate un certain fléchissement dû manifestement à la crise. Et puis, je vous rappelle aussi que durant cette période, eh bien, il y a eu la loi Elan qui a fortement marqué les bailleurs sociaux, contre laquelle, d'ailleurs, je me suis également insurgée, tout comme je m'en rappelle le président de la métropole ou d'autres élus. Bref, bien sûr, il y a toujours, surtout dans ce domaine, vous pouvez me croire, des progrès à faire. Et encore une fois, mais cela dépend de la méthode, il faut aussi embarquer l'ensemble des élus, mais également des citoyens sur les territoires pour permettre que cette production de logements, elle se fasse sans encombre. Et d'ailleurs, c'est vrai que lorsqu'il y a des contentieux, eh bien malheureusement, ça retarde les opérations aussi. Et on voit parfois au nombre de contentieux que souvent ces contentieux, ils s'ancrent aussi sur cette contestation autour du logement social. Or, moi, je défends justement la production de logement social et je peux constater qu'avec tout le travail qui a été fait dans nos territoires, dans nos communes, pour soutenir la production de logement social, eh bien, nous avons réussi à augmenter très significativement ce pourcentage. Moi, je note, puisque vous en parlez souvent, que la commune de Toulouse a dépassé les 20%. Il y a peu de communes qui ont dépassé les 20% dans cette période-là de façon volontariste. Et puisque donc j'ai bien compris qu'il n'était pas souhaitable de parler ou de citer telle ou telle commune dans cette enceinte, je ne le ferai pas. Mais je pourrais, commune par commune, citer les chiffres. Je pourrais le faire. Et je peux le faire. Et comme ça, nous verrions en effet où se trouvent les difficultés encore persistantes, malgré parfois la volonté des maires, clairement, étonnamment, clairement exprimée. Alors pourquoi n'y arrivent-ils pas sur leur territoire? Moi je sais, parce que ça fait longtemps que j'y travaille. Avant d'être maire, j'étais élue à l'urbanisme à Colomiers. Ça fait donc de fort nombreuses années que je travaille sur ce sujet. Et je peux vous dire que pour soutenir la production du logement social, eh bien, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'explications et entrer aussi en adéquation avec les citoyennes et les citoyens, l'ensemble de la population. Alors c'est vrai, sur ce point, vous avez raison, madame,
les chiffres relatifs aux demandeurs ont augmenté, c'est vrai, assez significativement cette dernière année. Et cela doit nous alerter, et cela nous alerte. Et nous devrons donc trouver des réponses. Mais c'est une tendance qui est récente. Dans les 38 000 demandes que vous avez citées, alors on pourrait dire 36, on pourrait dire 37, finalement, de toute façon, c'est énorme, et ça, il faut en avoir bien conscience. Eh bien, nous devrons traiter ce sujet. Cela étant, là-dedans, et dans ce chiffre assez impressionnant, là aussi se cachent différentes réalités, bien sûr, et il y a aussi là-dedans les décohabitations dont il faut tenir compte, familiales, des foyers. Il y a aussi de nombreuses demandes de mutation. Il y a bien sûr également les primo-demandeurs. Il y a des personnes qui ont déjà un logement, parfois dans le privé, et qui, pour diverses raisons, souhaitent maintenant accéder au logement social. Et donc, en effet, on a un chiffre qui a, vous avez raison de le souligner, je ne le dément pas, qui a augmenté. Et donc, nous verrons bien maintenant comment nous allons travailler. En tout cas, ce que j'avais à proposer dans le cadre de la modification et la première modification du POA allait dans le sens d'une augmentation jusqu'à près de 40% de production de logements sociaux et un abaissement d'ailleurs du seuil que vous avez indiqué tout à l'heure pour toutes les communes sur les emplacements réservés, en tout cas les fameuses SPL, les pourcentages, les secteurs à pourcentage de logement, et puis le déclenchement en dessous duquel il n'y a pas obligation de produire du logement social. Vous avez également rappelé la question de la qualité du logement et des PLAI. Moi, je note qu'il y a encore trop de communes, et je pourrais là aussi les citer une par une, et on serait parfois un peu étonné, qui ne respectent pas cette ambition de produire du PLAI, alors que nous avons fixé jusqu'à près de 30%. Alors, globalement, c'est atteint, ce chiffre. Mais encore une fois, moi, je souhaite que tout le monde participe à sa juste mesure. Et vous aurez noté d'ailleurs que les seuls logements sociaux qui sont aidés au titre des aides via la délégation des aides à la pierre sont bien les PLAI. Et donc, nos investissements publics sur ce point sont fléchés uniquement sur les PLAI. Donc, je crois que là aussi, ça constitue une réponse assez intéressante. Voilà. Ensuite, on peut faire, si vous le voulez bien, la bataille des chiffres toute l'après-midi, mais je crois que ceux qui sont donnés, ils relatent assez fidèlement, même très fidèlement, la réalité de nos objectifs par rapport à un engagement, un contrat donc, que nous nous étions fixés tous ensemble. Voilà ce dont j'ai voulu rendre compte. Merci. La parole est à Vincent Terrail-Noves. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais intervenir pour répondre à Madame Morin, parce moi, je vis dans la 3e circonscription. Et dans la 3e circonscription, il y a aussi du logement social, Madame. Je vous invite à vous y déplacer et on peut vous accueillir, si vous le souhaitez, dans nos communes pour vous faire visiter les quartiers dans lesquels on a de l'habitat social et les quartiers dans lesquels on fait aussi du social. Il est toujours un peu désagréable dans les interventions de Mme Morin de voir les uns ou les autres stigmatisés. Et je parle au nom aussi des élus et des autres maires de ma circonscription, mais on fait du logement social. Et d'ailleurs, moi je ne vais pas rentrer dans le détail sur ma commune, mais je vous invite à regarder les chiffres et l'évolution justement des logements sociaux dans nos communes, qui sont en augmentation, ce qui prouve que nous produisons aussi beaucoup de logements sociaux. Voilà, donc je ne vais pas être très polémique et très très long, mais je voulais dire qu'il est quand même toujours un peu désagréable de voir le travail que nous faisons au quotidien, toujours stigmatisé de votre part, parce que nous sommes sur le terrain et nous nous efforçons de loger tout type de public, quelles que soient leurs origines et quel que soit leur niveau de vie. Marc Perret. Merci, Monsieur le Président. Sans citer de nom de ville non plus, je ne le ferai pas. Je vais parler d'une ville que je connais bien. Je voudrais remercier Madame la vice-présidente pour ses allusions à peine masquées, féliciter ses allusions et en profiter pour féliciter la ville de l'Union, qui est une ville qui
quand, après 50 ans d'un gouvernement d'une municipalité de droite a été prise par une coalition de l'Union de la gauche, quand cette ville a été prise, il y avait 3% de logements sociaux. Quand la loi SRU est sortie en 2001, de toutes les villes de France de plus de 10 000 habitants, il y a eu un classement qui a été produit. La première ville de France qui avait le moins de logements sociaux, c'était Neuilly-sur-Seine, 0,9%. La deuxième de France, c'était la ville de l'Union. La troisième, c'était Sanary-sur-Mer. La quatrième, c'était Louveciennes. Eh bien, quand nous avons pris cette ville, Madame la vice-présidente, il y avait un peu moins de 3% de logements sociaux. Une ville urbanisée à 95%. Donc, difficile de faire des nouveaux logements. Eh bien, malgré ça, avec les efforts qui ont été faits par l'Union de la gauche qui dirige cette ville, Madame, nous sommes passés de 3% à près de 10%. Nous sommes à 9,5%, je crois. Effectivement, en termes de PLAI, nous sommes à 29% au lieu de 30%, parce que nous avons gagné un programme avec le conseil départemental qui nous a demandé de classer ces 80 logements en PLS. Donc, je me joins à vos félicitations, Madame la vice-présidente, et je suis sûr que vous serez à nos côtés pour nous aider à aller au-delà de 10%. Merci. Madame Traval-Michelet. Vous m'avez donc très bien comprise, mon cher collègue, cher Marc. En effet, ce que je voulais dire en citant de façon à peine voilée votre belle commune, c'est que vous devriez vous rendre compte, et vous le savez, combien c'est difficile aussi, malgré toute votre bonne volonté que vous affichez, tout votre engagement, que je ne remets pas en question, loin de là. Mais les difficultés que vous rencontrez, vous aussi, au quotidien, dans l'atteinte de ces objectifs, démontrent, si le besoin était, qu'il ne suffit pas de lire le livre X ou Y ou la doctrine, je ne sais laquelle, qui démontre comment il faut faire et quels sont les chiffres qu'il faut accoler les uns aux autres pour avoir raison. Eh bien, confronté effectivement à la pratique, et ça vous l'éprouvez tous les jours, et c'était en ce sens que je voulais vous citer, pour dire toute l'énergie que vous avez. J'ai bien connu au mandat dernier votre adjoint à l'urbanisme, qui était très volontariste sur ce point-là. On a beaucoup travaillé ensemble. Eh bien, vous le savez, oui, vous le savez, Monsieur Perret, qui partageait donc avec Madame Morin cette ambition politique, expliquez-lui combien c'est difficile, confronté à la réalité du quotidien, pour diverses raisons. Alors les uns, ils ont une commune construite à 95% en pavillonnaire, mais on disait ce matin qu'il faut enlever le pavillonnaire, construire en hauteur. Mais pensez-vous que cela soit si simple? Vous le constatez certainement tous les jours sur votre commune, qui en est un exemple, mais alors vraiment frappant. Donc ce n'est pas aussi facile que ça, et ça ne relève pas d'un livre technocratique qui donne la recette de comment on fait du logement social. Voilà. Et chaque commune, alors les unes c'est je suis construit à 95%, d'autres sont sous des contraintes réglementaires, PPRI, plan d'exposition au bruit, d'autres ont d'autres raisons, du contentieux notamment. Bref, on se rend compte que malgré un volontarisme affiché, engagé, sincère, eh bien, ce n'est pas aussi facile que veut bien nous le laisser penser Madame Morin. Voilà donc pourquoi j'osais me risquer à citer votre commune, par exemple, mais j'aurais pu citer d'autres, qui se sont reconnus d'ailleurs dans les exemples que j'ai donnés. Je vous rassure. Madame Morin. Je laisse M. Piquemal répondre d'abord. Comme c'est vous qui aviez levé la main, je vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Pas de problème, nous écoutons M. Piquemal. Oui, bon, déjà, Madame Traval-Michelet, moi je me réjouis de vous entendre dire qu'effectivement la loi Elan, votée par l'actuel gouvernement, est une loi de destruction massive du logement social. Par contre, contrairement à vous, et je ne voudrais pas réécrire l'histoire, mais je voudrais en avoir l'assurance, je n'ai pas entendu le président Moudenc s'élever contre cette loi,
ni même tous les élus de sa majorité. Je crois même qu'il y en a un qui a voté cette loi. Et le détricotage du logement social ne date malheureusement pas de la loi Elan. Il commence en 2004 avec la loi Boutin sous Nicolas Sarkozy et il continue sous le quinquennat de François Hollande avec Pierre Moscovici qui ponctionne notamment 30 milliards d'euros sur le livret A. Tout ça pour aider les banques. On a vu comment ça a fini. Donc je pense qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. Il faut que chaque gouvernement qui a été au pouvoir assume aussi la responsabilité dans laquelle on est. Et on est bien d'accord qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème avec ce gouvernement qui est souligné par tous les acteurs du logement social sur le fait qu'il n'aide pas au financement de ce dernier, à la construction de ce dernier. Et dans ce cadre, moi, au vu du nombre de ministres qui sont venus, dont M. de Normandie à l'époque qui était ministre du Logement, et à l'époque où il était en train de passer la loi sur la loi Elan, avec notamment comme rapporteur M. Nogal qui est député d'une des circonscriptions toulousaines, la 4 me semble-t-il. Je pense qu'il y a assez d'acteurs locaux ou de ministres qui viennent régulièrement pour les interpeller et les rappeler à ce qu'ils devraient faire. C'est la première chose. Sur la seconde, là où j'ai une différence d'appréciation, c'est qu'en 4 ans, on a une augmentation de la demande de logement social de 40%. Ce n'est pas une augmentation, c'est un bond. C'est un bond. Et c'est un bond pour une simple raison. Une simple raison. Il y a sûrement différentes raisons, mais il y en a une principale et qu'on ne peut pas omettre. C'est que les loyers augmentent. Et les loyers augmentent et c'est de plus en plus dur d'accéder au logement quand on en cherche un. Parce que quand ce n'est pas le loyer, c'est les documents que demandent les propriétaires, c'est de l'habitat parfois dégradé. Donc on va de plus en plus vers le logement social. Et là, la métropole a raté un coche en refusant de manière dogmatique de ne pas candidater à l'encadrement des loyers alors que vous savez très bien que c'était possible. Et donc, en n'agissant pas sur les prix des loyers et de l'immobilier, on se retrouve aussi dans cette situation-là. Donc je ne sais pas quelles vont être les mesures pour réussir à maîtriser la flambée des loyers, mais c'est une question cruciale si on veut pouvoir désengorger en partie la pression sur le logement social. Et dernière chose, il ne s'agit pas ici de dire telle commune agit mal, telle autre agit mieux, etc. Ce n'est pas le propos. C'est que la métropole, à un moment, elle peut avoir aussi une vision stratège et d'orientation. Aujourd'hui, sur les 39 000 demandeurs, la dernière commission parlait de 39 000. Je ne sais pas si c'est un millier de plus ou de moins, 39 000. On sait qu'il y en a 75% qui sont éligibles à du logement très social. Pour autant, en moyenne, on en construit 29% ces dernières années. Et même on annonce pour l'année à venir, j'ai cru voir dans les chiffres, 27%. C'est comme si vous allez dans une boulangerie, vous demandez, écoutez, ce matin, je veux 3 chocolatines et un croissant, et vous repartez avec 3 croissants et une chocolatine. Il y a un problème. Donc, soit on veut résoudre le problème, et il faut adapter le plus possible l'offre à la demande, soit on ne le résout pas, et on crée un nœud d'engorgement sur la demande de logement social, qui ne peut même pas être résolu dans le marché privé puisqu'on ne maîtrise pas les prix des loyers. Alors, quelques éléments sur la loi Elan, bien sûr. Moi, j'ai déjà, excusez-moi, mais peut-être le Président le dira lui-même, il me semble avoir entendu publiquement le Président Moudenc, et j'en étais d'ailleurs satisfaite, même écrire, je crois d'ailleurs, au ministre de référence de l'époque, pour indiquer sa désapprobation sur une certaine partie de la loi Elan qui met gravement en difficulté les bailleurs sociaux, au moment aussi où nous avions le plus besoin de ces bailleurs sociaux pour soutenir notre ambition. Donc peut-être vous avez des lectures sélectives et des écoutes sélectives aussi. Vous l'avez dit, il y a certainement une multitude de raisons à cette augmentation constatée des demandeurs de logements sociaux. C'est vrai. Et peut-être qu'aujourd'hui, la question des loyers dans le secteur privé doit être regardée. C'est pour ça d'ailleurs que même si à l'époque on n'entrait pas, et on avait démontré qu'en effet on n'entrait pas dans les critères pour demander à être éligible à l'expérimentation ouverte sur la question des loyers, peut-être que sur certains secteurs, aujourd'hui, ces chiffres ont évolué, et c'est pour ça que nous avions souhaité, dans le cadre de cette commission paritaire,
s'adosser à un observatoire des loyers pour nous permettre d'avoir cette meilleure mesure de la question des loyers privés. Mais il y a bien d'autres raisons qui expliquent cette augmentation de la demande. En vous écoutant parler, je me rends compte que vous ne cessez de dire qu'effectivement, il y a 70% des demandeurs qui relèvent du PLAI. Alors c'est vrai, c'est un chiffre que nous partageons. Ensuite, que se passe-t-il dans la réalité de la vie normale des choses? Le PLAI, monsieur, ce sont souvent, aujourd'hui dans notre métropole, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut en construire davantage, mais des logements à très bas loyer et qui ne sont pas d'excellente qualité et qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les quartiers les plus en difficulté. Et moi, je me rends compte, mais c'est la réalité de certains collègues qui participent à ce qu'on appelle les caléoles, je me rends compte que souvent, les demandeurs auxquels on propose aussi ce type de logement, eh bien, les refusent parce que le quartier ne les satisfait pas, la commune ne leur convient pas, le secteur ne leur convient pas non plus. Et donc, on a aussi des demandeurs qu'on a aussi du mal à satisfaire parce que quand bien même ils rentrent sous les plafonds des PLAI, en effet, ils ont des demandes qui parfois ne correspondent pas à cette réalité-là. Donc, il faut tout regarder et même si ces chiffres sont exacts, derrière, encore une fois, il y a des réalités vécues de terrain, des réalités sociales, des réalités de famille auxquelles il faut aller se confronter, discuter avec toutes ces personnes pour mieux comprendre aussi tout l'environnement du logement social. Et c'est ce que nous nous attachons à faire dans notre quotidien d'élus, vous le savez. Oui, avant de donner la parole à Madame Morin, un mot, Monsieur Picmal. Vous me reprochez de faire ce que je ne fais pas et vous me reprochez de ne pas faire ce que je fais. Tout à l'heure, en parlant de ma situation professionnelle qui est claire, transparente, publique et qui ne souffre d'aucun problème, vous évoquez des choses qui ne sont pas. Et là maintenant, sur le logement social, c'est l'inverse. Vous faites mine de ne pas connaître des positions que j'ai prises sur le logement social et que j'ai exprimées à de multiples reprises depuis très précisément septembre 2017. Je n'ai cessé de dire, de redire, d'écrire, que ce soit comme maire de Toulouse ou président de la métropole ou comme président de France Urbaine à l'époque, que la loi de réforme du financement du logement social était une erreur, qu'elle allait provoquer une asphyxie de l'autofinancement des bailleurs sociaux et qu'elle compromettrait donc leur capacité à financer tout à la fois le renouvellement urbain dans les quartiers de la politique de la ville, la rénovation énergétique et la rénovation générale dans les logements sociaux existants partout, et la création de nouveaux logements sociaux. Nous avons été nombreux à alerter le gouvernement. C'est un sujet dont j'ai parlé à plusieurs reprises au président de la République, au Premier ministre de l'époque, aux ministres du Logement qui se sont succédés. Malheureusement, je n'ai pas été entendu et malheureusement, les autres élus n'ont pas été entendus. Et il s'est malheureusement produit ce que nous redoutions, c'est-à-dire une chute de la production du logement social et une situation fragilisée des bailleurs sociaux. Donc, effectivement, sur ce sujet-là, c'est de la polémique pure et du mensonge que de me prendre ou d'essayer de me prendre en défaut. Donc je vous invite à un petit peu plus de rigueur et de respect des faits et de la vérité, n'en déplaise aux postures politiciennes et idéologiques qui sont les vôtres. La parole est maintenant à Madame Morin. Oui, Monsieur le Président. Je voulais quand même saluer, après votre nouvelle démonstration, l'art de reprocher aux autres ses propres turpitudes. Je dois dire que
Vous êtes, dans ce domaine, mon maître, il n'y a aucun problème. Plus sérieusement, Madame Morin, vous parliez à qui, là, personnellement? Ah, je vous parlais à vous, là, monsieur. Pourquoi vous ne vous sentiez pas visé? Non, mais je vous demande, vous me parliez à moi? Oui, tout à fait. Ah bon, alors, de quoi parlez-vous exactement? L'art de Parce que reprocher quand- aux autres ses propres turpitudes. Ah bon, et lesquelles turpitudes? Écoutez, quand vous déclinez avec autant d'aplomb un certain nombre d'affirmations inexactes, votre volonté de faire du logement social et de loger les plus défavorisés, alors que les faits vous contredisent tout à fait clairement, monsieur. Je voulais d'autres exemples, peut-être, monsieur le maire, ou vous voulez me laisser poursuivre? Bon, écoutez, Monsieur le président, oui, effectivement. Hein, oui, ça serait bien que vous mais si réserviez, vous voulez, je poursuis, hein, ça sera par peut-être plus respect simple. pour les collègues des autres communes, que vous réserviez les débats du conseil municipal de Toulouse au conseil municipal de Toulouse et les débats de la métropole au conseil de métropole. J'en prends bonne note, monsieur le président. Pour revenir au sujet qui nous préoccupe là maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des réponses claires sur la manière dont la collectivité va résoudre l'équation suivante. Comme vous l'avez dit, et ce sont des chiffres qui ne sont pas contestés, on a 75% des demandeurs de logement social qui relèvent du PLAI, c'est-à-dire du logement très social. Et face à ça, quelle politique vous menez et quelle politique vous continuez à mener? C'est de fait 10% de logements très sociaux. Comment voulez-vous résoudre l'équation? Moi, j'ai fait un petit peu de mathématiques, vous certainement beaucoup plus que moi, et certainement aussi dans le cadre de vos activités professionnelles fort transparentes. Est-ce que vous êtes en capacité de me répondre maintenant sur la manière dont vous résolvez cette équation? Comment on fait pour caser 75% de demandeurs dans 10%? C'est aussi simple que ça. Bien, alors moi, je n'ai pas fait de mathématiques, puisque ce n'est pas ma formation. Comme le président, vous n'avez pas de chance, je suis juriste. Et je crois qu'on a à peu près fait le même parcours, ce qui fait qu'on n'est pas très bon en chiffres. Mais là, les chiffres, ils sont quand même pas très compliqués, en effet. Vous avez encore une fois raison, madame, de considérer qu'en effet, on a une distorsion entre l'offre et la demande. Mais vous n'apprenez rien à personne en disant cela. Et surtout, vous ne faites rien avancer du tout. Vous avez tort quand vous dites qu'il n'y a que 10% de logements locatifs sociaux dans ces 38 000 demandeurs. Très sociaux, madame. Ne faisons pas la confusion, Oui, oui. puisque Mais, régulièrement, non, vous je ne faites fais pas la la confusion, entre madame. très sociaux et sociaux. Madame, quand je parle, en principe, je parle de ce dont je connais, je ne fais pas la confusion. Donc, dans les 38 000 demandes de logements sociaux, il n'y a pas que des demandes de logements très sociaux. 70%, nous dit-on, mais à l'intérieur de ces demandes, et comme je vous l'ai expliqué en effet, il y a diverses réalités concrètes. Nous produisons nous-mêmes des logements sociaux, des logements très sociaux, 30% de PLAI, ce qui est en effet déjà un niveau haut. Nous entendons poursuivre, mais on verra en effet comment nous allons retravailler nos documents d'urbanisme et ce fameux POA pour embarquer maintenant l'ensemble des communes, l'ensemble de notre métropole et trouver les outils qui n'existent pas, que nous avions posés dans le PLUIH, les secteurs à pourcentage de logement, les emplacements réservés, la stratégie foncière, le travail avec les bailleurs sociaux, notre engagement financier de financement sur le logement très social, 76 millions d'euros, ce n'est quand même pas rien, accolé aux aides liées à la délégation des aides à la pierre, on aura une délibération tout à l'heure. Voilà des réponses très concrètes pour accentuer encore notre volonté dans ce domaine-là. Moi, j'avais proposé, mais on verra comment les choses peuvent se travailler et se bâtir, d'augmenter encore notre pourcentage de production de logement social et donc mécaniquement de logement très social. Maintenant, tout ça devra être retravaillé et on verra si nous aurons des outils de planification, des outils techniques
de planification, d'urbanisme liés à l'habitat pour nous permettre d'y parvenir. Et vous participerez, madame, à ces discussions. Nous les aurons notamment en commission, où nous prenons souvent largement le temps de discuter de ces éléments. Et moi, j'espère que nous trouverons en effet les solutions, mais très sincèrement, je crois que nous faisons déjà beaucoup. On peut encore faire mieux, c'est vrai, mais il n'y a pas non plus, comme vous semblez vouloir le faire croire, à des pauvres gens qui pourraient vous croire. Et c'est là où je conteste cette façon de faire, que ce serait possible, alors que dans la réalité concrète de ce que nous vivons dans nos communes, eh bien, c'est extrêmement difficile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Et donc, nous allons devoir maintenant, et je le regrette d'ailleurs, parce que nous avions des documents qui nous permettraient d'être ambitieux et de monter encore une marche. Ben là, on est redescendu totalement en bas de l'escalier. Et donc, il va falloir remonter ensemble. Voilà. Donc, si vous avez une recette miracle, vous nous en ferez part pendant la commission dédiée, quand on en discutera. Mais très sincèrement, il faut sortir de la rhétorique, il faut se parler vrai. Et surtout, il faut parler vrai à nos concitoyens. Il ne faut pas leur mentir, leur laisser croire qu'on pourrait faire des choses qui ne sont pas réalistes. Et ça, c'est l'honnêteté qu'on leur doit. Vous aussi, madame, vous la leur devez, vous aussi. Madame Morin, rapidement, pour continuer à avancer dans le débat, si vous le permettez. Oui, puisque Madame Traval m'invite à la réalité, moi je voudrais lui parler de la réalité. De la réalité que vivent nos concitoyens au quotidien. La réalité dont ils viennent me parler. La réalité sur laquelle ils m'interpellent, qui n'a rien de théorique, je me permets de le rappeler. Ce sont l'Agdar, qui est logé dans un appartement au 7e étage. Oui, ça va. Sans bon, ascenseur. C'est bon. Ben pourquoi, madame, vous ne voulez pas entendre la réalité? Ça va. On n'a pas besoin des noms, des prénoms, on a compris. Ah ben écoutez, madame, vous me parlez de réalité, je ne fais que, oui, moi aussi je que la connais, parler de la réalité. Ça va. Vous ne voulez pas que je vous parle de la réalité, parce que c'est ce Si, non, mais moi je la connais, madame, la réalité, je la vis tous les jours. Tous les jours, chez moi, tous les jours. Parce que vous êtes au 7e étage sans ascenseur avec un lourd handicap, c'est bien ça, Oui, madame? oui, ça peut arriver, madame. Vous? Ça peut arriver. Ah non, bon? moi, personnellement, non, je ne suis pas en situation de handicap, mais vous cette vivez à la place situation ne des vous gens. donne pas tous les droits, madame. Elle ne vous donne pas le droit de dire n'importe quoi non plus. Je suis désolée. Bah, écoutez, chère Voilà. madame, vous Et je m'invitiez- m'autorise moi aussi à dire vous ce que je veux m'invitiez dire. à parler de la Voilà, ma réalité. réalité, vous la connaissez, ma réalité à moi? Bah, Vous la écoutez, connaissez, madame- ma réalité? Je l'affiche pas, moi, publiquement comme vous, ma réalité. Écoutez, madame, vous êtes D'accord? libre de faire comme Alors vous ça l'entendez. suffit. Ça Mais je suffit. vous en prie, gardez votre sang-froid, hein, quand même. Gardez Je votre fais sang-froid. et je dis, madame, ce que je veux, Mais je vous sur en le prie. ton qui me convient. Je vous en Si prie, ça vous chère dérange, madame. c'est pas grave. Je vous en prie. Je vous en prie. Très bien. Bon, en tout cas, je vois que vous avez Je du mets soutien. au voie la délibération 9.1. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.